Bonjour Guillaume Lasconjarias. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien militaire, enseignement à la Sorbonne. Je le disais, Sergueï Lavrov a repris presque mot à mot le discours de Vladimir Poutine sur cet élargissement, notamment de l'OTAN à l'Est. C'est ça le gros problème. C'est en fait tout à fait le cœur du problème. C'est-à-dire que c'est une mécompréhension, là encore, radicale de ce qu'est l'OTAN, de comment fonctionne l'OTAN. Et le cœur du sujet, et c'est bien le propos de Lavrov, c'est de dire, voilà, il y a eu des promesses de non-élargissement. On revient sur, là encore, 30 ans de manipulation finalement de l'information, d'un discours qui en fait est totalement faux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de promesses faites, il n'y a jamais eu de promesses formalisées de non-élargissement. C'est un peu ça le cœur du débat également. Qu'est-ce qui a été promis ou pas promis il y a 30 ans à la chute de l'URSS? On revient en fait sur ce que James Baker, à l'époque le secrétaire d'État à la Défense, avait dit à Gorbatchev, ce qui est resté en fait un petit peu dans la mentalité et soviétique et russe, à savoir que les pays qui sortiraient du bloc de l'Est ou du pacte de Varsovie n'intégreraient pas l'OTAN. Sauf que James Baker n'avait pas le poids de faire ce genre de promesses, que rien n'a été écrit et que même tous les documents dits déclassifiés et qui seraient secrets et qui auraient dit que cette promesse a été faite, rien n'a été formalisé. Et puis surtout, c'est oublier une chose, c'est que pour l'OTAN, il a tout le temps été marqué que les pays étaient souverains de choisir leurs agréments de défense. Les pays qui ont rejoint l'OTAN depuis la chute du mur, depuis les années 1990 et 2000, l'ont fait comme des États souverains. Elles n'ont pas été forcées ni d'un côté par Washington et surtout, elles l'ont effectivement fait contre la menace venue de Moscou. Et on voit à quel point, paradoxalement, elles ont eu raison. La présidente de la Géorgie le disait il y a quelques jours sur notre antenne. Pour elle, eh bien, Vladimir Poutine va réussir là où les Européens ont finalement échoué, c'est-à-dire constituer une défense européenne finalement contre lui. Alors effectivement, on pourrait presque dire de manière ironique qu'en l'espace d'une semaine, Vladimir Poutine a réussi à faire mieux avancer la défense européenne que 50 ans d'essais, de tentatives, de discours et de sommets. Il y a ce virage historique de l'Allemagne notamment. Oui, tout à fait. On peut observer à quel point effectivement les annonces faites par Olaf Scholz ont renvoyé finalement presque et remises de manière caduque 30 ans de hausse politique, d'ouverture vers la Russie, une sorte de balancier géopolitique un petit peu difficile à tenir aujourd'hui. Et effectivement, les annonces que l'Allemagne porte à la fois son budget de défense à plus de 2% de son PIB, avec des investissements immédiats de l'ordre de 50 milliards supplémentaires, c'est effectivement quelque chose de tout à fait original. Une défense européenne au détriment de l'OTAN ? Non, non. Il faut bien voir qu'en fait, les deux vont sans doute structurellement se superposer et s'accompagner. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être crédible à l'Union européenne si on n'est pas crédible à l'OTAN. Et créer un pilier de défense européen au sein de l'OTAN, ça paraît normal quand vous voyez que 23 des 30 pays sont membres à la fois des deux organisations. Et l'Ukraine, en tout cas le président ukrainien disait il y a 2 semaines qu'il rêvait de rejoindre l'OTAN. On n'est plus sur un statut neutre aujourd'hui ? Il n'y a pas de neutralité véritablement là dont il est question, puisqu'on est quand même en train de parler d'un pays qui est en guerre, déjà d'une part, donc la neutralité en période de guerre, c'est toujours un petit peu compliqué. La deuxième chose, c'est que il y avait en fait au sommet de Bucarest en 2008 une promesse qui a été faite et à la Géorgie et à l'Ukraine qu'ils auraient la possibilité d'intégrer l'OTAN. Mais il n'y avait pas de date qui était donnée. Et surtout, tous ces éléments-là ont été rebattus très largement à partir de 2014. Ils le sont encore plus aujourd'hui. Il est quand même très difficile de dire aujourd'hui à l'Ukraine, vous allez être membre de l'OTAN, d'autant plus que la plupart des pays européens là-dessus considéraient effectivement que ce serait non seulement un chiffon rouge agité devant Poutine et lui permettre finalement d'avoir, de justifier finalement à posteriori son discours. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Éloignons-nous un tout petit peu de l'OTAN sur la stratégie militaire de Vladimir Poutine. On sait que l'Ukraine, c'est 43 millions d'habitants. Pour l'instant, il y a 200 000 soldats. Est-ce que le risque militaire n'est-il pas trop grand aujourd'hui pour Vladimir Poutine? Est-ce qu'il n'est pas voué à l'échec? Est-ce que cette offensive n'est pas vouée à l'échec? C'est toujours très difficile de dire au bout d'une semaine que des troupes se sont enlisées. Je crois qu'il faut revenir sur des éléments qui sont tout simplement factuels. Une armée blindée mécanisée, elle avance quand elle est en situation de conquête et d'offensive, entre 15 et 20 ou 25 km par jour.
Donc vous prenez par exemple les unités qui sont sorties, qui ont débouché de la Crimée, elles ont réalisé en l'espace d'une semaine quasiment 200 à 230 kilomètres. Donc elles ne sont pas totalement bloquées. Ça c'est pour le sud, hein. Il y a un convoi au nord. Celles qui effectivement sont en train de contourner et d'installer peut-être un siège autour de Kiev ont probablement eu plus de difficultés, mais ça tient en fait à la logistique russe. La logistique russe paraît effectivement un petit peu plus chaotique, un petit peu plus désordonnée. On annonce effectivement des problèmes de ravitaillement, mais ça tient aussi peut-être à la structure de l'armée russe. Elle s'est largement réorganisée à partir de 2008. Vous avez un effort de transformation, de brigadisation, d'allègement des unités russes, sans leur en donner forcément les moyens logistiques. Et on observe que là, effectivement, c'est un petit peu plus chaotique. Ça ne veut pas dire pour autant que leur effort et leur offensive soient totalement, définitivement arrêtés. Ils sont peut-être simplement en train de se réorganiser, de se ravitailler, de se remettre en condition. Et à partir du moment où ils auront les éléments qui leur permettront de repasser à l'assaut, je crois qu'on observera ce momentum reprendre. Et on va suivre bien sûr